Si vous pensez que ce podcast est d'utilité publique, qu'il a sa valeur, qu'il vous apporte et qu'il est important, je vous invite à contribuer à son développement. C'est pour cela que j'ai lancé une cagnotte Tipeee, une cagnotte participative, afin de m'aider financièrement à développer, à faire grandir et pouvoir toujours et plus encore peut-être vous partager des parcours dans mon chemin. Pour cela, vous pouvez aller en description de ce podcast ou sur le site domamom.fr et venir participer à hauteur de vos moyens, de vos envies. En tout cas, je vous en exprimerai toute ma gratitude d'avance. Place à l'épisode. Bienvenue sur Domahome. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Dans ce podcast, vous l'avez probablement entendu, j'aime souvent aborder notre rapport au corps, notamment pour nous les hommes. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Joris Nessensas, un yogi en chemin, porteur de conscience, passionné de développement personnel et qui accompagne l'humain à revenir dans le corps. Joris nous apporte son expertise sur les traumatismes, on échange sur le système nerveux, la gestion des émotions, le phénomène de dissociation et l'importance de la co-régulation dans l'optique d'une guérison. Il nous parle de yoga, de méditation, ou encore tout simplement de lien à l'autre et comment ces pratiques lui ont permis de retrouver confiance en lui, de dépasser ses propres peurs et renforcer sa résilience. Enfin, Joris nous partage son expérience d'organisateur du festival Au Cœur de l'Homme, ses ressentis et le bilan de cet événement qui a rassemblé près de 80 hommes le mois dernier. Je vous invite à fermer les yeux, à revenir dans votre corps quelques instants, à prendre une grande inspiration, expirer. C'est parti. Bonne écoute. Salut Joris. Hey, salut Loïc. Bienvenue sur Domahome. Eh ben merci. Comment te sens-tu? Avec quoi tu arrives? Qu'est-ce qui est présent pour toi avant de débuter cet échange? Eh bien, je me sens enthousiaste de ce temps avec toi, de ce moment de partage et d'échange. Et encore dans cette énergie du festival Au Cœur de l'Homme dont tu as fait partie également. Et voilà, par rapport à la thématique là de revenir dans le corps, je suis en plein dedans. C'est ça un peu ce qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est de revenir dans le corps et dans cette simplicité juste d'être présent dans le corps. Et je pense que ça, tu connais bien aussi avec la pleine présence. Et je m'aperçois à quel point c'est puissant en fait, juste d'être présent dans le corps. Donc je suis pas mal là-dedans, ouais. Merci, on va développer tout ça. Moi, j'y suis aussi dans le corps parce que j'ai dansé avant qu'on se retrouve. J'ai reconnecté avec mon enfant intérieur. J'ai reconnecté à une vieille chanson où je pense que je dansais dessus quand j'avais 4-5 ans. Bref, de retrouver cette simple joie de danser, voilà, et d'être dans le corps, effectivement. Ouais, c'est bon ça, c'est bon. Comment tu te présentes au monde, Joris? Comment je me présente au monde? Je me présente comme étant un être en chemin, un yogi en chemin, d'avoir cet élan de ramener de plus en plus de conscience dans ma vie, dans mon quotidien. Je suis un adepte assez, comment dire? Je pratique avec intensité le Kriya Yoga, qui fait pleinement partie de ma vie et qui est une philosophie de vie pour moi et qui me permet de ramener plus de conscience. Je suis un papa aussi d'une petite fille qui a fêté ses 2 ans il y a 2 jours. Et un beau papa aussi d'une jeune adolescente. Et puis on vit voilà en famille en Ardèche avec ma compagne.
qui œuvrent aussi dans, on va dire, dans le développement personnel. Et voilà, j'ai à cœur d'accompagner les hommes et les femmes à revenir dans le corps et à pouvoir croquer la vie à pleines dents. Hmm. Mhm. Merci. Décidément, il y a des taureaux entre, entre ta fille, toi, et moi Ouais. au micro. Les taureaux sont présents. Homme en chemin, j'aime bien commencer souvent. Il a commencé, ou en tout cas, tu l'as conscientisé à partir de quand, cette mise en chemin? Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense assez tôt, mais de façon inconsciente, entre guillemets. Et la vie a fait que j'ai vécu une expérience assez terrifiante et traumatisante qui m'a beaucoup dessoucié, m'a amené dans un état de déréalisation assez profond. Et dans cet état de déréalisation assez profond, il y a un moment, j'ai vraiment été amené à plonger et aller voir quel était le sens en fait, où est-ce qu'il y avait du sens dans tout ça. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes du yoga et du Kriya Yoga en fait déjà. Donc, ça c'était il y a quoi? Il y a peut-être 10, 12 ans. Hmm. Et à partir de là, ça a été une révélation. Le Kriya Yoga a été tout de suite adopté de façon quotidienne. Et petit à petit, voilà, je me suis intéressé de plus en plus à tout l'aspect de la conscience, de la présence. J'ai changé de petit à petit d'activité professionnelle. J'étais charpentier avant. Hmm. Et je me suis formé en tant que somatopathe, qui est une branche de l'ostéopathie. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. J'ai fait un teacher training aussi en yoga et voilà, c'est cet état de déréalisation j'ai vraiment senti que pour en sortir, il fallait que je ramène la présence et il fallait que je ramène la présence dans le corps. Et voilà, c'est par couche que ça se fait, ça continue encore son travail, mais rien à voir par rapport à là où je pouvais en être il y a 10 ans. Et voilà, je pense que mon chemin a commencé dans la souffrance, on va dire. Hmm. C'est la souffrance qui m'a amené à amener cette conscience et à vouloir me libérer de ça pour pouvoir incarner mon plein potentiel en fait, parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais que c'était bridé par plein de peurs, d'anxiété, d'angoisse. Donc aujourd'hui, j'ai la capacité de dire merci à ces éléments entre guillemets, enfin ouais, de souffrance qui ont pu être de la souffrance à un moment. Et ouais, c'est ça qui a lancé ça. Tu parles de dissociation, c'est quoi la dissociation? Alors la dissociation, alors ma définition de la dissociation, ça va être un mécanisme naturel face à un mécanisme même je dirais normal face à une situation qui est anormale. Hmm. Et la situation anormale, c'est une situation qui aura tendance à nous sortir de notre fenêtre de tolérance, de notre capacité d'adaptation. Et du coup, notre corps va complètement se figer et pour se protéger, va se dissocier, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à la réalité, se couper de la réalité pour s'en protéger en fait, parce que la réalité est trop dure, j'arrive pas à accueillir ce que la réalité me fait vivre, et du coup je me dissocie un peu. Bah voilà, il y a plein de façons, je pense des millions de façons de se dissocier. Donc je me dissocie, je me coupe de la réalité pour ne plus avoir à sentir ce qui est trop dur en fait à vivre. C'est quoi le lien avec un trauma, le trauma, ou c'est la dissociation est une forme de trauma? La dissociation est une réaction normale quand il y a un trauma en fait, quand en fait dans notre système nerveux, alors, je vais rentrer dans le technique un peu plus, notre système Oui. nerveux quand il a un mode de fonctionnement qui est euh, autonome, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, qui a été divisé en deux parties pendant longtemps, le système sympathique et parasympathique.
Et Stephen Porges, un Américain, a mis en lumière un mode de fonctionnement. Il a même subdivisé le parasympathique en 2 parties, le ventral et le dorsal. Quand il parle de ventral et dorsal, il parle du nerf vague qui prend racine au niveau du tronc cérébral. Il y a une partie qui prend racine à l'avant du tronc cérébral, qui est le ventral, qui innerve tout ce qui est au-dessus du diaphragme, et une autre partie qui est à l'arrière du tronc cérébral et qui innerve tout ce qui est sous le diaphragme. Et ce dont s'est aperçu, c'est que lorsqu'il y a un danger, notre première réaction, après, il y a peut-être une petite phase de figement, juste le temps de pouvoir intégrer ce qui se passe. Mais la première chose qu'on va faire, c'est essayer déjà de se co-réguler, en fait. Soit s'auto-réguler en se disant, en fait, non, ça va, je suis pas en danger. Ce que j'ai vu, c'était pas un serpent, c'était juste une branche. Ou bien il y a des personnes autour bienveillantes qui sont qui se sentent en sécurité, qui ont on va dire une fenêtre de tolérance plus grande, qui seront en capacité de nous co-réguler. Et donc ça, c'est typiquement, je donnais l'exemple de ma fille qui, quand il y a du vent dehors, elle entend le vent qui fait beaucoup de bruit et elle sait dire qu'elle a peur en faisant pa et en tapant sur son ventre. Et en fait, juste, voilà, nous en tant que parents, on sait qu'il y a aucun danger, on vient la co-réguler et ça, c'est un espace de co-régulation. Et ça vient stimuler le nerf vague ventral, donc tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Quand ça, c'est pas possible, la deuxième possibilité, c'est combattre ou fuir, fight or fly. Très clairement, soit on fonce dans le tas et on se bat vraiment, soit on prend ses jambes à son cou. Et là, on active le système nerveux sympathique. Et la dernière solution, en fait, quand tout ça n'est pas possible, on se fige complètement. Mais le figement est tel que l'on ressent peut-être même plus son corps, en fait. Il y a un homme qui a été attaqué par un lion, il me semble, un jour, et le lion était à 2 doigts de le bouffer. Et donc le lion a été abattu juste avant qu'il lui coupe la carotide, mais il partageait que au moment où le lion allait le manger, il pouvait plus rien faire. Il était complètement figé, il ressentait plus rien. Il pouvait juste voir. Et donc ça, c'est un état de figement. Cet état de figement, il permet 2 choses. Il peut permettre, voilà, de faire le mort. Et du coup, pour certains animaux, en faisant le mort, peut-être qu'on donne l'impression on devient plus intéressant pour sa proie. Ou bien ça nous donne aussi la possibilité qu'à un moment, si la proie a un petit instant d'égarement, de pouvoir reprendre la fuite. Mais c'est surtout de pas pouvoir sentir aussi. C'est-à-dire que une antilope, quand elle se fait choper et qu'elle est en train de se faire manger par un lion, elle est complètement figée, mais elle sent plus rien. Elle sent plus rien, elle est complètement déconnectée et ça permet de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Et donc ça vient stimuler plutôt la partie dorsale du nerf vague qui est sous le diaphragme. Et j'aime bien, c'est pas pour rien qu'on dit je me suis pissé dessus ou je me suis chié dessus ou je m'en tords les tripes. C'est vraiment à cet endroit-là que ça vient travailler. Donc évidemment, ces 3 systèmes nerveux peuvent fonctionner de façon tout à fait physiologique, mais quand il y a trauma, et donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint cet état de figement, derrière, en fait, si on n'a pas cette capacité innée, elle est innée en fait, mais si on n'a pas ce réflexe de venir écouter l'instinct du corps à venir évacuer le trauma, comme le font les antilopes par exemple, qui quand ils ont failli, alors j'aime bien parler des antilopes, mais elles ont failli se faire manger par un lion, elles s'en sont sorties, et elles vont vibrer de tout leur corps, et quelques heures plus tard, elles seront en train de brouter l'herbe tranquillement dans la savane. Et donc ça, c'est notre capacité. Il y a une capacité
intuitive du corps pour pouvoir se libérer des traumas. Sauf que quand il y a dans notre condition humaine, on marche tellement avec le mental, avec le contrôle, et que on se raconte aussi des histoires derrière. C'est-à-dire que en plus d'avoir vécu sur le moment le trauma, on va continuer à se le faire tourner aussi en boucle dans le mental. Et émotionnellement, donc il y a toute une part émotionnelle qui n'est pas pu être digérée, et c'est là où il y a de dissociation en fait. C'est à ce moment-là où je me suis figé, il y a une partie qui a été émotionnellement trop forte, donc il n'y a pas besoin d'être, et c'est là aussi que c'est particulier, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir été poursuivi par un lion, d'avoir été c'est ce que je voulais te demander aussi. Quand on parle de trauma, c'est pas forcément quelque chose on n'a pas besoin d'avoir été agressé sexuellement, d'avoir vécu un accident de voiture ou une catastrophe naturelle. Il suffit de sortir légèrement de notre fenêtre de tolérance, de façon répétée, juste des fois pour être traumatisé. Un enfant, par exemple, quand il vit une émotion et que son parent n'est pas présent pour venir écouter et accueillir cette émotion, eh ben, ça va être petit à petit traumatisant pour lui. L'humiliation, la honte, c'est hyper traumatisant pour un corps et pour un enfant et même pour les adultes. Et ce qui est encore plus fou, c'est les opérations chirurgicales, donc sous anesthésie générale, qui peuvent être aussi traumatisantes en fait. Et le pire, c'est que du coup, ça, on s'en souvient pas parce qu'on s'en rend pas compte. Mais tout ce qui est aussi toutes les manipulations obstétricales, mais aussi alors une des opérations qui amène le plus de traumatisme, c'est l'ablation des amygdales. Des amygdales, ouais. Et apparemment, beaucoup, surtout en fait, c'est des enfants qui vivent ça et ont vécu ça de façon traumatisante. Et il y a eu vraiment un avant-après opération. Donc, on a tous vécu des traumas dans notre vie parce que ça commence dès notre vie intra-utérine et dès qu'on sort aussi du ventre de notre mère, notre fenêtre de tolérance, elle est minime. Rien que la lumière du jour nous agresse et nous fait sortir notre fenêtre de tolérance. Et du coup, pour ne pas être traumatisé, faudrait avoir des parents qui soient là 100% du temps, toujours bienveillants, toujours bien alignés, toujours bien bien présents. Et ce serait pas drôle. Ça serait pas drôle, hein. Ouais. Mais voilà, après il y a des formes de trauma plus ou moins grands, et puis le trauma, on peut en guérir aussi. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que le trauma, on peut en guérir. Et quand on est en parent, on a cette mission en fait d'être vraiment en présence avec les enfants et de venir les accueillir. L'enfant a besoin de deux choses dans sa vie. C'est d'un attachement, une figure d'attachement sécure, et d'authenticité. C'est-à-dire de pouvoir exprimer ses émotions sans être brimé en fait. Jugé, brimé, empêché de vivre ses émotions. Quand un enfant pleure et qu'on lui dit mais non, arrête de pleurer, ou quand il exprime de la colère et qu'on lui dit que non, c'est pas bien d'exprimer sa colère, bah c'est traumatisant en fait pour un enfant, parce que pour lui exprimer sa colère, c'est poser des limites. Et ça vient parler de lui, en fait. Quelles sont ses limites? Et à partir du moment où on peut plus poser ses limites, bah, on ne sait plus qui on est, quoi. C'est-à-dire que l'être que je suis profondément en moi n'a pas le droit de poser ses limites, n'a pas le droit d'être, n'a pas le droit d'exister. Et du coup, forcément, bah, on vient se couper. On vient se couper, se dissocier et se dire, OK, faut que je mette une protection, faut que je me dissocie de la réalité pour survivre à ça. Et du coup, tu vois, ce qui me vient finalement, quelle est la part de la tête dans tout ça, parce que si c'est le corps qui s'autorégule et qu'on l'écoute plus, tu vois, je pense à toutes les thérapies cognitives qui pendant longtemps ont été un peu soi-disant la seule façon un peu de peut-être se remettre de ces traumas, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que qu'il faut d'autres choses? Pour moi, c'est clairement pas suffisant, parce que je l'ai expérimenté aussi personnellement.
Ça permet à certains endroits peut-être d'améliorer un peu les choses, mais il y a vraiment besoin de l'intégrer à un niveau corporel. Et donc, ça peut être en alliant les deux, hein. Mais juste ressasser des souvenirs sans venir le transmuter dans le corps, ça ne sert à rien. Et dans les recherches qui ont été faites par entre autres Stephen Forges et Peter A. Levine, qui a écrit un super livre qui s'appelle Réveiller le tigre, guérir du trauma. Pour eux et même pour un autre à qui j'ai oublié son nom et qui a mis en place la TRE pour Trauma Release Exercise. Pour eux, il y a même pas besoin en fait de reparler du trauma pour pouvoir en guérir. Ça se passe juste à un niveau corporel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, une chose importante, c'est que quand on a été traumatisé, quand on a été coupé de son corps, du coup, on est beaucoup dans le mental, parce que quand on vit de l'insécurité, en fait, quand on est coupé du corps, on vit de l'insécurité, notre fenêtre de tolérance est plus basse, plus petite, et du coup, on a besoin de plus contrôler notre vie, parce que sans ce contrôle, on sortirait beaucoup trop de notre fenêtre de tolérance. Et pour contrôler, on a besoin sans cesse de faire tourner le petit vélo dans la tête. Et le système nerveux se dit, ok, bon, il est en train de penser, réfléchir. Du coup, il y a un danger, donc il va avoir tendance aussi à se dissocier encore plus. Mais quand on se réhabitue à revenir dans le corps, à ramener de la présence dans le corps va prendre ça comme un signal aussi de, ok, là, il est en train de ramener de la sécurité. En tout cas, il nous fait comprendre qu'il se sent plus en sécurité puisqu'il est plus apte à revenir dans le corps. Mais quand on fait ça, il y a aussi des fragments traumatiques. Donc, ces bribes d'émotions qu'on n'a pas pu intégrer pendant les traumas qui vont pouvoir remonter, en fait. Et elles remontent parce qu'elles ont juste envie d'être transmutées. Elles remontent qu'une fois. Mais elles ont besoin d'être vécues cette fois-ci en sécurité. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années quand j'ai ramené beaucoup de présence. J'allais beaucoup mieux, la dissociation avait vraiment diminué. Et en ramenant cette présence, il y a plein de sensations corporelles qui sont remontées, qui ont été effrayantes, et je comprenais pas d'où elles venaient. Je dis pourtant je vais bien, je suis présent et tout. Et j'ai pas été en capacité en fait de les accueillir de nouveau. J'ai de nouveau eu peur et j'ai retraumatisé en fait par-dessus ça. Parce que une dissociation, je me rends pas compte, et ça se trouve j'en ai vécu, hein, tu vois, mais comment... Ouais, c'est quoi les symptômes, on va dire, ou comment tu l'as vécu, toi? Alors moi, ça a été flagrant. Alors pour certaines personnes, c'est flagrant une dissociation. Moi, ça a été une dissociation qui porte le nom de déréalisation. C'est-à-dire que c'était tellement fort que pour se couper de la réalité, mon système nerveux a fait en sorte que même la vision, c'était comme si je faisais plus vraiment partie de ce monde, comme si j'étais un peu coupé du monde, que il y avait, je regardais ça comme à travers un écran, un film, et presque cette sensation. Alors beaucoup parlent aussi de dépersonnalisation, c'est quelque chose qui m'a moins parlé moi, mais la dépersonnalisation vient parler d'avoir la sensation que c'est quelqu'un d'autre qui vit notre vie et de plus être vraiment l'acteur de notre vie. Donc ça, c'est une forme assez extrême. Je pense qu'il y en a des formes encore plus extrêmes, mais j'ai pas trop m'avancer là-dessus, mais dont je pense fait partie, par exemple, la bipolarité ou certaines problèmes psychologiques plus graves. Après, il y a des choses beaucoup plus simples en fait. Toute forme d'addiction, pour moi, est une forme de dissociation. Parce que l'addiction est là pour ne plus sentir les émotions. Parce qu'en fait, ce que l'on sent, c'est trop dur. Et c'est un peu comme s'il y avait une part de nous qui avait envie de prendre soin de nous et d'éteindre un feu émotionnel qui était trop fort.
Et du coup, pour éteindre ce feu, et ben voilà, il va passer par manger, par passer du temps sur l'écran, et l'addiction, c'est pas forcément de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, la nourriture, ça peut être des écrans, ça peut être la relation, les relations aux autres, ça peut être par exemple quelqu'un qui ne supporte pas être seul, c'est une forme de dissociation. Tout ce qui le travail aussi, les gens qui sont accros au travail, mais la spiritualité aussi peut être une forme d'addiction en fait, de coupure pour ne plus sentir. Ouais, tout Et échappatoire, quoi. ouais, c'est tout ce qui nous amène à nous échapper. Et je pourrais pas citer toutes les formes parce qu'on a C'est tous déjà pas nos mal. stratégies en fait Ouais. pour se couper. C'est comment le regard, comment on arrive à être en lien avec le regard avec l'autre, comment on va. La dissociation, elle va se retrouver surtout dans notre capacité à être en relation avec l'autre et notre capacité à être en relation sécurisante avec l'autre. Et à partir et saine, hein, sans être dépendant effectivement de l'autre. C'est ça qui va surtout parler de notre, je pense, de notre taux de dissociation. Ouais. Et ouais, là, du coup, j'étais un peu embarqué sur une autre question, mais ouais, tu parlais donc du coup que tu te pensais bien présent et qu'il y a de nouveau plein de choses qui sont remontées, c'est ça, tu disais? Ouais, parce que ouais, c'est un long chemin. Hein, moi j'aime beaucoup Célia Rambeau, qui est la compagne là, de Paulin Bossard, qui parle de couches de l'oignon en fait. On vient à chaque fois enlever des couches et des couches. Et peut-être qu'au centre, il y a cette notion d'unité, quoi, de pure présence. Mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Et L'oignon, il est gros des fois. ouais, l'oignon il est gros, les couches sont épaisses, de plusieurs couleurs. Des fois, elles piquent plus ou moins les yeux. Tout à fait. Et du coup, toi, là, t'as parlé de yoga pour Ouais. revenir dans le corps. Il y a eu d'autres, peut-être si tu as envie de nous parler un peu plus de cette forme de yoga, et puis peut-être d'autres activités en fait ou d'autres pratiques qui t'ont permis de revenir au corps, à de la présence. Ouais. Alors, le Kriya Yoga. Donc là, c'est qui fait encore pleinement partie de mon quotidien, que je pratique intensément. Le Kriya Yoga de Babaji, c'est un yoga traditionnel et intégral qui a été ravivé par un yogi qui s'appelle Babaji Nagaraj et qui vient de certains maîtres indiens qu'on appelait des siddhas. Les siddhas, c'est en traduction littérale, c'est être parfait. Et les siddhas ne vénéraient pas de Dieu. Les siddhas avaient juste un maître, un gourou qui leur enseignait des techniques. Et la grande différence avec beaucoup d'autres pratiques, c'est que dans le Kriya Yoga, l'idée c'est de ramener cette conscience divine dans la matière et de ne pas de pas être dans le renoncement en fait, et de tout en étant dans une vie de famille, tout en étant père, mère de famille, en ayant un travail comme tout le monde, de pouvoir vraiment vivre une vie divine incarnée sur Terre. Et le Kriya Yoga, une de ses traductions aussi, c'est l'art scientifique de la réalisation de soi. Donc, il n'y a pas de dogme dans ce yoga. C'est vraiment, il est partagé de façon traditionnelle et ancestrale, donc façon orale pendant des initiations au cours d'un week-end. Et pendant cette initiation, on nous transmet donc des techniques de respiration, de posture, de méditation, des mantras aussi. Et comment intégrer le yoga à chaque instant. Et ça nous amène vraiment à venir l'expérimenter par nous-mêmes, en fait. De pratiquer tous les jours et de noter sur un journal, voilà, comment ça évolue, comment je me sens dans le corps. Et pour moi, ça a été ma première porte d'entrée, en fait,
vers le corps. Les changements, ou l'évolution, tu l'as constaté comment, à part noter, qu'est-ce qui est venu, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Alors l'évolution au départ, elle fait plutôt mal parce que en général, quand on est complètement coupé, quand on est beaucoup dans la tête, on se rend même pas compte à quel point on est stressé, angoissé, coupé du corps. Et du coup, au début, quand on reprend le temps de se connecter au corps, de ramener de la conscience, et ben là, on prend une grande claque parce qu'on s'aperçoit à quel point en fait on était anxieux, stressé, coupé et mal dans notre peau en fait. Et ça, c'est le premier pas en fait, c'est de prendre conscience en fait, prendre conscience de ça. Mais ah oui, en fait, même quand je suis en train de faire de la vaisselle, je suis complètement tendu. Enfin, par exemple, et en ramenant cette conscience, déjà pour moi, c'est un grand pas de se rendre compte à quel point on est stressé. Et je pense que beaucoup de personnes se rendent même pas compte en fait à quel point elles sont dissociées, stressées, angoissées, anxieuses, parce que c'est quelque chose qui était tellement normal tout au long de leur vie qu'ils connaissent pas autre chose, quoi. Et donc il y a eu déjà cette phase là. Et l'autre phase, ça a été du coup, en ramenant de la conscience et en faisant des postures, des respirations, de venir réguler le corps, quoi, et de petit à petit faire descendre cette anxiété, cette peur, cette dissociation. Et donc ça pouvait comment je l'ai mesuré? Je l'ai mesuré en observant comment je m'étais en lien avec le corps, en observant mon mes sensations dans le corps qui pouvaient traduire de l'angoisse et comment celle-ci pouvait diminuer, en observant aussi mes sensations de dissociation qui diminuaient. Mais ça demande vraiment à prendre le temps de noter en fait, à prendre le temps de noter et de regarder. Ok, aujourd'hui, quand je suis calme, je ressens ça dans le corps. Quand je suis angoissé, je ressens ça dans le corps. Quand je suis activé, quand je fais du sport, je ressens ça dans le corps. Et de noter plein de moments dans la journée comme ça et se dire, ok, comment ça se traduit corporellement ça? Et de pouvoir le comparer à hier et à comparer plus tard à demain, après-demain, et de pouvoir de temps en temps regarder en arrière et se dire, en fait, petit pas après petit pas, mais waouh, en fait, j'ai sacrément avancé, quoi. Aujourd'hui, je me sens vachement mieux dans la peau, quoi. Il y a eu la méditation aussi, ou peut-être que ça fait partie de cette forme de yoga. Ça fait pleinement partie, il y a plusieurs techniques de méditation qui permettent de travailler sur tous les corps, physique, mental, émotionnel, intellectuel, spirituel, et de venir purifier en fait. C'est comme si chaque jour il y a des pranayamas qui sont assez puissants, qui viennent réveiller vraiment goutte après goutte ce qu'on appelle l'énergie dormante dans le bas de la colonne vertébrale, qu'on appelle la Kundalini. Mais pour libérer ça, il y a besoin de faire un grand ménage dans le corps. Et le grand ménage, il se fait par une hygiène de vie, il se fait par les asanas, les postures, et par la méditation c'est méditer pour moi, c'est comme passer un petit coup de balai et ça prépare le corps en fait à ces pranayamas qui sont puissants et qui nous permettent de nous élever en conscience. Tu parlais tout à l'heure que le système nerveux il peut se co-réguler et notamment par la relation. C'est une question qui me vient comme ça, mais est-ce que le fait justement de ces dernières années on était séparés par tous les événements, notamment le Covid, etc. Est-ce que ça a amené encore plus de stress, d'angoisse, de dissociation chez les gens par ces coupures et du coup ce manque de co-régulation? Ah bah pour moi c'est évident. C'est sûr que ça a été ce Covid a été traumatisant déjà pour des milliers d'enfants et de jeunes adolescents qui ont été complètement coupés d'eux-mêmes en fait. Ils pouvaient plus se toucher, ils pouvaient plus se rapprocher et
Ça, je pense qu'il va y avoir un sacré boulot à faire là-dessus dans les années à venir. Et cette notion de corrégulation, c'est quelque chose qui va même au-delà des mots. Donc, il y a une corrégulation qui peut passer par les mots, ce qu'on appelle une corrégulation psychique. Il y a aussi une corrégulation viscérale, c'est-à-dire qu'elle passe même pas par les mots. C'est-à-dire un ami qui va pas bien, des fois, juste de le prendre dans les bras et d'être soi-même régulé et en sécurité, et ben ça va lui faire du bien. Et en fait, son système nerveux capte tout de suite que notre système nerveux est régulé et en confiance. C'est ça la notion de corrégulation. Et c'est sûr que quand on est séparé, et ben c'est beaucoup plus dur. C'est possible à travers quand même des écrans. C'est plus dur, mais ça reste plus une corrégulation à dire psychologique à ce niveau-là. Mais ouais, moi je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire pour prendre soin de tous ces jeunes pour qui ça a été trop dur en fait de vivre cette séparation, cette privation de liberté et de qui ils étaient vraiment en fait. Oui, puis de lien. De lien, ouais. Pour moi, on est des êtres profondément sociaux, hein. Des êtres Et de ça, relation. Oui. ouais, des êtres de relation. Et ça, les yogis qui vont méditer des fois de longues années dans les grottes, ils s'en rendent compte en fait. Ils s'en rendent compte et ils finissent par redescendre et revenir auprès des autres. Tu nous parlais de somatopathie, si je ne me trompe pas aussi tout à l'heure. Comment c'est venu en lien avec tout ce que tu as traversé? Alors ça a commencé. J'étais donc dans le milieu de la charpente. J'ai découvert le yoga, j'ai beaucoup pratiqué le yoga, j'ai ramené de la conscience dans le corps. Et en fait, je me suis aperçu en ramenant de la conscience à quel point ça n'avait pas de sens de travailler dans la charpente d'une telle manière, qu'on n'écoutait pas du tout nos limites, qu'on s'usait, qu'on se faisait mal, et comme la charpente, c'est un métier qui est quand même assez difficile à faire tout seul, et que j'ai essayé pendant une période en fait d'écouter mes besoins et de dire à mes collègues, parce on avait monté une boîte à plusieurs amis, et je leur ai dit voilà, en fait moi ça me va plus de bosser comme ça, j'ai besoin de commencer plus tard, de finir plus tôt, de prendre soin de moi, et voilà, donc soit on le fait tous ensemble, soit voilà, moi j'ai besoin de ça. Mais du coup, je me suis retrouvé à le faire tout seul et j'ai clairement vu que c'était pas juste en fait. C'était pas juste d'avoir ce déséquilibre entre lui et moi. Et durant mon teacher training de yoga, j'ai rencontré un ostéopathe québécois, Laurier Pierre Desjardins, que j'ai adoré. Et là, ça a été une évidence pour moi j'avais besoin de faire quelque chose en lien avec le corps, quoi, avec la structure du corps, ouais. Et de fil en aiguille, comme je pouvais pas me permettre de repartir dans 2 ou 5 années d'études en ostéopathie reconnue par l'État qui coûte 40 000 €, j'ai bifurqué vers la somatopathie, qui est une branche de l'ostéopathie aussi, qui est basée sur l'ostéopathie de Monsieur Poyer. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc c'est une ostéopathie crânio-sacrée, pardon. Voilà, j'ai retrouvé mes mots. Une ostéopathie crânio-sacrée où il n'y a pas de trust, il n'y a pas de cracking. On travaille en douceur avec le corps. Et en plus de cette ostéopathie issue de Monsieur Poyer, il y a tout l'aspect somatopathie qui est en lien avec les émotions. Et on va travailler à ce niveau-là, au niveau de tous les tissus mous, les fascias, les os du crâne, beaucoup les viscères, et les pieds, les mains, où il y a beaucoup de choses qui viennent, surtout au niveau de la tête, qui viennent se cristalliser en termes d'émotions. Et en fonction des zones qu'on va retrouver bloquées, figées, ça va être en lien avec un type de blessure, de traumatisme. Donc voilà, ça peut être des problèmes d'attachement, de séparation, d'abus, d'injustice, d'affection, de communication, et de mettre en lien le verbe avec le geste. C'est que en même temps,
on vient travailler sur le corps. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un aspect, on vient travailler dans le corps et donc forcément le patient il est en lien avec son corps parce qu'on vient toucher le corps à cet endroit-là. Et puis on vient déposer un mot, on vient conscientiser avec quoi c'est en lien. Moi j'ai une petite approche qui est encore supplémentaire, c'est-à-dire qu'avec toute mon expérience personnelle et toutes les recherches que j'ai fait dans mon coin pour me former sur les mécanismes traumatiques, j'amène aussi cette notion d'intelligence relationnelle et quand il y a un trauma, parce qu'en fait des fois juste de nommer le trauma et de faire un geste sur le corps, ça suffit pas quoi. Il y a vraiment besoin de le vivre un peu plus en profondeur dans le corps. Et donc j'amène voilà quelques outils en plus en lien avec le patient en lui faisant vivre une notion de co-régulation et de sécurité. La notion de sécurité est hyper importante et pouvoir voilà écouter dans le corps, écouter qu'est-ce que le corps dit, qu'est-ce qu'il a envie, de quoi il aurait besoin et de transmettre ça comme ça. Et une des autres choses d'ailleurs tout à l'heure quand tu me demandais qu'est-ce qui m'accompagne, il y a le TRE pour Trauma Release Exercise qui est un exercice de tremblement que je fais beaucoup aussi et que je propose aussi à certains de mes patients et des fois en groupe. C'est une technique qui amène le corps à bien fatiguer certains muscles par quelques exercices et en fatiguant ces muscles, on va l'amener à trembler petit à petit. Et en fait, c'est réapprendre notre corps à trembler et à venir se libérer de façon naturelle de nos traumas. Ouais. Tout à l'heure, il y a un souvenir qui m'est venu quand j'ai fait le week-end du MKP. À un moment, il y a un homme qui était on nous amenait à ressentir dans notre corps certaines choses. Et l'homme disait, mais je sais pas, je ressens rien. Et il y a quelqu'un qui est venu carrément, limite taper sur son corps, pour lui dire, qu'est-ce que tu sens en fait. Donc il y avait clairement une dissociation. Tout ça pour revenir à concernant les hommes, qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'il y a vraiment une différence de ce fait de nous hommes d'avoir été amenés à nous couper de notre corps, de nos émotions, etc., et d'être beaucoup peut-être justement dans le mental, dans le contrôle? Est-ce que tu vois quelque chose de ton point de vue? Alors juste, j'ai retrouvé le nom de l'initiateur là de TRE, c'est David Berceli. Voilà, pour ceux qui sont curieux. Et pour les hommes, moi je sens que forcément il y a un endroit où il y a dissociation parce que dans notre société, un homme doit être fort, un homme ne doit pas pleurer, un homme n'a pas le droit d'être sensible ou vulnérable. Et du coup, à partir de là, forcément, c'est traumatisant parce que quand on n'a pas le droit de vivre une émotion, cette émotion, c'est l'énergie de l'eau et qu'on l'empêche de circuler, c'est forcément traumatisant à l'endroit. Et moi, j'aime bien cette notion. L'eau, elle finira toujours à trouver un moyen de passer. Et ça peut passer par des problèmes de santé, des maladies, des problèmes d'articulation, des problèmes psychologiques. Mais l'eau finira et les émotions trouveront toujours un moyen de s'exprimer et c'est pas pour rien qu'on dit qu'on a une maladie parce que le mal a dit et ça c'est le mal, c'est nos émotions en fait, c'est ce qu'on a gardé pour soi et qu'on n'a pas réussi à laisser circuler. Ouais. Et donc forcément, alors je dis c'est pas tous les hommes, mais il y a c'est rigolo. Je pense qu'il y en a, je pense qu'ils sont très clairement équilibrés. Mais il doit y avoir les hommes qui, d'un côté, ont très peur de cet aspect, on va dire, plus féminin, sensible, vulnérable, parce qu'ils voient ça comme une faiblesse et qu'ils osent pas aller voir ça. Et de l'autre côté, des hommes qui, eux, ont beaucoup peur de cet aspect fort, puissant de l'homme incarné et qui, eux, sont beaucoup dans la sensibilité, dans cet aspect féminin. Et je pense qu'il y a à guérir dans les deux espaces, en fait. Toi, tu te mettais dans quelle case avant? Et ça, c'est une bonne question. Je pense que des fois, j'ai fait des yo-yo. Je pense que, à certains moments, pour me protéger et pour éviter
de tomber dans les griffes d'autres personnes, surtout en étant adolescent où on peut vivre de l'humiliation et tout. Là, j'ai clairement senti que, ok, et là, il fallait que je me coupe un peu de mes émotions et que je fasse un peu plus le caïd, entre guillemets, l'homme Mhm. fort, pour pas qu'on se moque de moi, pour pas que je sois humilié. Et à d'autres moments, j'ai été beaucoup plus dans la sensibilité et à pas oser ce masculin qui pose ses limites, qui pose un cadre clair et qui ose sa force et sa puissance. Donc moi j'ai été, je pense, blessé dans les deux aspects, quoi, autant Mhm. féminin que masculin. Ouais. Tu régules comment aujourd'hui, où t'as tout un équilibre ou une harmonie, comment? Déjà en ramenant de la conscience et en voyant quels mécanismes se mettent en place. Et après, dans les outils, revenir dans le corps, ça va être, je veux dire, plutôt un aspect très féminin, de conscience, d'oser sentir, voilà, les sensations, revenir dans sa vulnérabilité, laisser circuler. Et à d'autres moments, quand je sens qu'il y a peut-être de la colère, quand je sens qu'il y a peut-être aussi du figement, et que j'ai besoin de sortir un peu de cet état où j'ai pas envie, j'ai la flemme, je me sens fatigué. Là, j'aime bien faire un haka Mhm. ou revenir dans l'action, quoi, bouger, Mhm. marcher, faire du sport. Mais le haka, c'est quelque chose qui, je trouve, régule super bien, enfin en tout cas, stimule super bien le système nerveux sympathique et de sécurité aussi. On se sent fort, on se sent, ouais, pose des limites. Et de venir incarner ça et je trouvais ça beau parce que pendant toute la préparation du festival au cœur de l'homme, je sens qu'il y a un espace masculin en moi qui a beaucoup évolué Mhm. et qui alors c'était pas forcément en lien que avec le festival au cœur de l'homme, mais de tout ce que j'ai entrepris en fait en 2024 là d'oser en fait, d'oser mon plein potentiel, d'oser être qui je suis et voilà, et forcément, à partir du moment où on se met un petit peu plus en lumière, qu'on est un petit peu plus vu, et ben, on va être confronté à l'autre. Mhm. Et c'est là où c'est important aussi de, bah voilà, avec bienveillance, savoir trancher, poser un cadre et de ses limites. Et c'est un beau chemin d'apprentissage, c'est un bon chemin initiatique. Tu parlais d'émotions tout à l'heure, c'est comment pour toi aujourd'hui de les vivre et de les exprimer? C'est comment aujourd'hui pour moi? Alors, je m'attendais pas à cette question. Je prends 2 secondes pour. Euh, Je vois que il y a quelque chose de vachement plus fluide en fait. Je vois que une émotion, avant tout, c'est une sensation dans le corps. Mhm. Et on dit, et ça a été prouvé scientifiquement, qu'une émotion, sa durée de vie est de seulement 90 secondes. Et pourquoi elle dure plus longtemps, c'est qu'en général, on se raconte tout un tas d'histoires derrière, et que du coup, on entretient cette émotion, et, et c'est là où je me rends compte que bah, l'émotion, elle sera là, mais elle va durer beaucoup moins longtemps en fait. Mhm. Parce que je vais être en capacité de vite pouvoir la pointer du doigt, l'écouter, la laisser circuler et s'il faut l'exprimer et ça par rapport à quelques années, ça prendra mais beaucoup moins d'ampleur que ce que ça aurait pu l'être avant. Ouais. Si je te titille encore un peu, c'était quoi tes peurs avant ou c'est quoi qui te mettait dans ces figements ou ces fuites ou ces fights? Et ben moi c'était clairement le regard de l'autre. Hmm. J'avais terriblement peur de l'autre, quoi. De ce que l'autre pouvait penser de moi, de comment il pouvait me regarder, de ce qu'il pouvait juger, ouais, j'avais terriblement peur de ça. Et maintenant,
Je peux l'observer encore certaines fois, hein, à certains moments, mais je le mets en lumière beaucoup plus rapidement et mets en chose je mets en place des choses pour ramener de la sécurité à ce moment-là, ouais. Parce qu'il y a clairement besoin de sécurité quand quelqu'un, enfin quand je m'imagine ce que quelqu'un peut penser de moi, et ça vient réveiller une peur en fait, une peur de l'autre et en fait, du coup je m'autorisais pas à être qui je suis, je me faisais tout petit, je me faisais invisible et je faisais mes courses, j'ai l'impression d'aller au supermarché ou au marché en mode furtif quoi. En mode furtif, personne me voit. Sauf que j'habite un petit village où tout le monde se connaît, donc forcément on me voit. Et, et ouais, j'observais que les moments où il y avait la plus grande dissociation, c'est quand j'étais amené à rencontrer quelqu'un d'autre que je connaissais au milieu de plein d'autres personnes. Et là, mon système nerveux, il était en panique totale, quoi. Et il se disait, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Il y a quelqu'un d'autre qui peut me tomber dessus à tout moment. Et mon système nerveux était en panique parce que comme j'étais beaucoup dans le contrôle, il y avait trop de choses à contrôler et en fait c'est impossible de contrôler. Et donc là c'était une forme de burn-out en fait. Ouais. Comment tu sors du contrôle du coup? Comment tu sors du contrôle? En ramenant de la sécurité. C'est quelque chose qui passe vraiment par le corps, hein. Et parmi les choses qui m'ont beaucoup aidé aussi, c'est l'ICV pour intégration du cycle de vie, qui est une forme, on va dire thérapeutique, qui allie le corps et aussi le parler. Et l'idée, c'est de répéter de façon assez rapide des souvenirs dans l'ordre chronologique. Et en répétant ces souvenirs dans l'ordre chronologique, on fait comprendre au système nerveux que le temps a avancé et qu'il n'y a plus de danger maintenant. Et donc ça a permis vraiment de faire comprendre au système nerveux que le temps a avancé. Et donc c'est une pratique qui est très en lien et en même temps avec les souvenirs et en même temps en lien avec le corps parce qu'on nous amène vraiment à venir écouter ce que l'on ressent dans le corps. Le TRE aussi m'a beaucoup aidé là, les tremblements. Le yoga aussi, ramener la conscience dans le corps, méditer. Je pense qu'il y a plein de choses. Même le coaching m'a aidé en fait. Même le coaching qui est un endroit peut être un peu assez mental. J'aime bien cette notion on a une fenêtre de tolérance. Cette fenêtre de tolérance, c'est notre capacité à nous adapter à une situation. Et si on sort de cette fenêtre de tolérance un peu trop brusquement, c'est là où il y a trauma. Mais si de cette fenêtre de tolérance, on sort un tout petit peu et on re-rentre, on sort un tout petit peu et on re-rentre, on arrive à un peu repousser nos limites et augmenter cette fenêtre de tolérance. Et ça, c'est amené par le coaching aussi. Mais c'est vraiment important de se dire, on fait les choses en douceur et petit pas après petit pas, avec bienveillance, on augmente cette fenêtre de tolérance, on permet à des mémoires traumatiques de remonter, mais même ces mémoires traumatiques, quand elles remontent, il faut qu'elles restent dans cette fenêtre de tolérance. Et cette fenêtre de tolérance, des fois, elle peut changer en l'espace de quelques minutes, hein, si on est tout seul chez nous, accompagné d'une personne très bienveillante qui est en présence et elle écoute avec nous, on va avoir une grande fenêtre de tolérance. Si on est au milieu d'un supermarché bondé et qu'on connaît personne et que au milieu de néons, je pense que la fenêtre de tolérance, ça va pas être la même à ce moment-là. Et où est-ce que je voulais en venir? Sortir petit à petit de cette fenêtre de tolérance. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est les bains froids. Parce que les bains froids, en plus de venir stimuler le système nerveux et de stimuler aussi le système immunitaire, le bain froid nous habitue à sortir de notre fenêtre de tolérance. Et quand on a l'habitude, un peu plus l'habitude de notre fenêtre de sortir de notre fenêtre de tolérance, c'est plus simple pour nous de le faire dans d'autres aspects de notre vie, quoi, et de se challenger. Et très clairement, j'ai pu l'observer pour le festival Au Cœur de l'Homme. On était à la fin plus de 70 et parler autant de personnes avant, c'était quelque chose qui était effrayant pour moi, effrayant. Et puis là, ça s'est hyper bien passé. Donc je pense qu'il y avait un endroit en même temps
où je me sentais plus en confiance parce que j'étais avec des hommes bienveillants. Et puis il y avait tout le travail que j'avais fait aussi avant qui m'avait permis de réaugmenter cette fenêtre de tolérance. Et c'est réaugmenter cette fenêtre de tolérance. Si je devais accompagner les gens, c'est un travail quotidien de ramener de la conscience. Donc observer nos schémas en fait qui se répètent, comment je vais fuir, comment je vais me couper de la relation à l'autre, comment je vais me couper des sensations dans le corps, et avoir en fait, ça tu le sais très bien, en coaching on a besoin de mesurer pour savoir comment on a avancé, et d'avoir des éléments qui permettent de mesurer comment on avance aussi, de mesurer où est-ce que j'en suis dans les dissociations, où est-ce que j'en suis avec le stress. Ok, quand je suis stressé, je ressens ça. Et en ayant des choses précises à pouvoir mesurer, on arrive à voir comment on avance. Et du coup, ça c'est un peu comme une carotte qu'on a devant nous. Ça nous permet de nous stimuler, de dire bah oui, en fait, j'avance. Donc il y a besoin de ramener de la conscience là-dessus, il y a besoin de revenir dans le corps, d'avoir des pratiques qui reviennent dans le corps en sécurité. Ça peut passer par du massage, des touchés, le TRE, d'avoir des espaces aussi de partage et de co-régulation, et de pouvoir regoûter aussi à une relation sécure avec l'autre, parce que très souvent en fait on a des blessures d'attachement assez profondes qu'on a pu avoir avec nos parents. Et moi, j'invite vraiment à tout le monde à passer au moins un minimum de temps auprès d'un professionnel pour les accompagner en fait sur ce chemin, de pas faire les super-héros. Et il y a rien de mal à être en fait accompagné par l'autre, parce que l'autre va juste nous refléter aussi que il y a pas de danger à être en relation avec l'autre. Et ça va être un outil aussi incroyable. Pour moi, guérir tout seul, ça demande une foi inébranlable. De croire vraiment au processus et de pouvoir s'abandonner dans les bras de la mère divine. Et là, peut-être, là, on peut cheminer tout seul. Mais cette fois, on nous l'a pas éduqué, on ne l'a pas transmise en Occident, en fait. Tout un travail. C'est tout un travail, ouais. Ce festival, parlons-en. C'est quoi, ça fait 2 semaines, non? Un peu plus. 2 semaines, un peu plus, un tout petit peu plus, ouais. Quel regard tu portes sur cette expérience? Et de cette, peut-être de cette fenêtre de tolérance que t'es venu tester? Eh bien, c'était incroyable. Moi, j'en garde vraiment un super souvenir. J'étais un peu débordé. C'est bien là-dessus. J'ai pu voir quelles étaient clairement mes limites, et qu'à un endroit pour les éditions prochaines, je vais devoir déléguer certaines choses et moins porter. Mais ça a été un cadeau de me retrouver avec tous ces hommes qui sont sur un chemin de conscience, qui ont envie d'avancer, et qui ont envie d'être inspirés et inspirants, qui ont été pleins de gratitude pour ces temps passés ensemble, pour ces 3 jours passés ensemble. Il y a eu 13 intervenants. Ces 13 intervenants, pour moi, c'est des amis maintenant, et j'ai vraiment goûté à une notion de fraternité. On était une grande fratrie de 77 hommes à prendre soin les uns des autres du mieux qu'on ait pu, et c'était beau, ça me motive à faire la même chose pour l'année prochaine. Et ça a été challengeant aussi, parce que forcément quand on prépare ça et quand on est dans le feu de l'action, il y a de l'émotionnel qui remonte, il y a plein de choses, mais c'est là juste pour venir pointer du doigt des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et c'était beau, et je suis enthousiaste déjà pour l'année prochaine. Si c'était parfait, ce serait pas drôle. On aurait plus de quoi s'améliorer, donc. Bah oui, bien sûr. Et il y a des choses qui t'ont surprise, qui sont venues te faire waouh.
Et ben moi j'ai été surpris à quel point en fait ça a été hyper simple en fait ce festival. Je nous ai sentis en lien tous ensemble assez rapidement. Euh, J'aurais pu, enfin j'avais clairement imaginé que il y aurait eu certains espaces où ça allait confronter un peu plus certains hommes ou mais j'ai senti beaucoup de bienveillance, ça a été hyper fluide, les hommes, ouais, super bienveillants. J'étais vraiment étonné de ça et après j'ai été étonné aussi du fait qu'au début ce festival, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient intéressés et vraiment beaucoup qui étaient «Ah ouais, super, super, super». Il y en avait énormément qui voulaient venir en tant qu'intervenants, Hmm. mais quand il s'agissait de venir en tant que festivalier, il y en a beaucoup qui sont désistés. Alors j'étais surpris de ça aussi. Et voilà, je me demandais à quel endroit Hmm. ça pouvait jouer ça. Il y a peut-être quelque chose à questionner. Ouais, je sais pas si on est capable en tant qu'homme d'y répondre déjà ou pas. Et t'as réussi à profiter à des moments, à lâcher un peu, à être en mode au-delà d'être co-organisateur, je suis aussi un homme, un participant et je me laisse porter. Alors j'en ai profité déjà dans un premier aspect, c'est que je me suis senti mais vraiment à ma place quoi. Hmm. Et je me suis senti porté vraiment par Babaji à ce moment-là. Et j'aime bien ça. Babaji, c'est Baba, c'est le père et Ji, c'est une marque affective. Donc c'est un peu comme cher père. Et et il y avait un espace en moi qui avait vraiment envie de prendre soin en fait de tous ces hommes comme un père, mais aussi comme un frère, mais aussi comme un fils. Et j'aimais bien et ouais. Et je me suis vraiment senti à ma place et nourri dans le fait de voilà encadrer ça, même si à certains endroits je me suis retrouvé pendant des heures à accueillir les hommes, leur dire bon bah voilà tu vas dormir là, leur mettre un bracelet, à encaisser des derniers paiements. Euh, mais c'était chouette quoi, ça a été vraiment un bon cadeau et je l'ai bien profité à cet endroit-là. J'en ai bien profité aussi dans mes espaces d'intervenant en tant qu'intervenant qui ont été génial, je trouve. Il y avait pas beaucoup de monde, mais c'était des beaux espaces. Et le dernier jour, j'ai enfin pu profiter d'un petit espace en tant que participant. Non, il y avait bien sûr aussi les soirées, donc le concert de David dont j'ai bien profité, la soirée de Florian aussi, qui a été assez forte aussi pour tout le monde et belle, un peu longue à mon goût. Et Et le dernier jour, j'ai pu aussi profiter d'un atelier de calebasse avec Avec David. David. J'aurais voulu faire plus d'ateliers, mais c'est bien. Du coup, je prends conscience pour l'année prochaine. Il faut que j'ai plus de temps pour pouvoir faire plus d'ateliers, parce que dans ce festival, je voulais. Il y a une part de moi qui voulait inspirer, mais il y a une autre part qui avait aussi envie d'être inspirée. Hmm. Et elle a été inspirée d'une autre manière, en fait, par plein Hmm. d'autres hommes, par tous les autres intervenants, dans d'autres espaces que les ateliers. Euh, mais à mon regret, pas assez lors des d'ateliers en fait. Ouais. Hmm. Hmm. Qu'est-ce que tu as appris de toi, de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris de moi? J'ai appris que j'ai la sensation d'être quand même un bon leader, un bon leadership, que je me sens à ma place à cet endroit-là. Et que j'ai appris aussi que quand on prend cette place, et ben forcément les retours peuvent être agréables et moins agréables. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de les prendre tout le temps de façon personnelle Hmm. et de savoir faire la part des choses aussi là-dessus. Et ouais, ça m'a mis en lumière ça, c'est que quand on se challenge, quand on va de l'avant, quand on ose être qui on est, et ben forcément
Ça peut créer des étincelles avec à d'autres endroits parce que ça vient un peu se frotter. Et c'est pas parce que ça crée des étincelles qu'on n'a pas le droit d'être qui on est profondément en fait, et que c'est ok et que ces étincelles sont une occasion en plus pour pouvoir transmuter, avancer et aller de l'avant. Tout à fait, tout à fait. Déjà des idées pour l'année prochaine? Alors moi j'en ai plein. Après je vais pas en parler tout seul parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter avec Florian. Mais ce qui est sûr, c'est que et ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est que l'année prochaine il y aurait un peu plus de temps entre les ateliers, des ateliers un petit peu plus longs et du coup forcément un peu moins d'ateliers. Voilà, et peut-être du coup un peu moins d'intervenants, mais pour vraiment pouvoir profiter pleinement. Parce que dans ce festival, on s'est dit, les gens, ils vont piocher, puis des fois, ils vont s'autoriser des temps de pause et d'intégration. Et en fait, non, ils ont voulu goûter à tout. Et ouais, du coup, le soir, on était rincés. Et donc, c'est sûr que quand on commence à 7h30 du matin et qu'on finit à presque minuit, 23h, minuit, et qu'on a eu 2 petites pauses pour manger, et ouais, c'est intense, c'est beaucoup trop intense. Donc voilà, faire des ateliers un peu plus longs parce que ça a été aussi ça dur de devoir couper certains ateliers où on sentait qu'une petite demi-heure en plus aurait bien fait plaisir, et d'avoir des pauses entre les ateliers. Donc ça c'est déjà sûr. Après la question se pose sur le nombre de jours, 3 ou 4 jours, je dirais pas plus. Voilà, on a fait un petit sondage, quelques hommes y ont répondu. Ça aussi, ça demande aussi à mettre son ego de côté quand on fait un sondage et qu'on a des retours. Parce que quand c'est anonyme, les hommes n'y vont pas avec des pincettes. Mais globalement, tout le monde était super content et voilà. Voilà, moi je sais qu'il y a certains hommes qui me tiendraient vraiment à cœur de pouvoir inviter, dont Guillaume Zender de Chamanisme Intégratif. Tu vas rigoler, j'étais au téléphone ce matin avec lui. Ah, voilà. C'est un futur invité. Interviewé. Et ouais, lui, c'est un homme que je trouve très inspirant aussi. Il travaille beaucoup sur tout ce qui est système nerveux, intégration, le breathwork aussi que j'ai pas noté tout à l'heure, mais dont lui, il est assez très puissant, adepte, mais qui est assez puissant aussi. Voilà. Ça c'est quelques pistes, pour l'année prochaine. C'est pour faire un peu teasing. C'est ça. Coming soon. Coming soon. In the next season. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cet échange. Sur ce revenir dans le corps, même si t'as donné déjà plein de pistes, comment tu pourrais résumer ça, ou non, qu'est-ce que seraient tes conseils, ta feuille de route, si quelqu'un a un peu envie de dire, ouais, ok, j'ai peut-être un taf de ce côté-là à faire? Eh bien, j'inviterais à y aller petit à petit, quotidiennement, et même de façon. Moi, j'aime bien. Je me suis permis. J'ai acheté une montre, on va dire semi connectée qui vibre. J'ai mis un petit vibreur qui vibre toutes les heures, juste pour me rappeler toutes les heures de revenir dans le corps et de reprendre un temps où je suis bien dans le corps. Ce serait peut-être juste ça, voilà. Se permettre, voilà, de revenir dans le corps, de trouver des outils de régulation, que ça soit via la danse, la respiration, le TRE, la co-régulation, et voilà, se faire un petit programme, une petite feuille de route pour chaque jour revenir un petit peu plus dans le corps. Et ça peut passer aussi par des massages. Un massage, c'est super bien, c'est génial, quoi. Et même s'automasser, en fait, on le fait jamais, ça. Enfin,
La plupart des gens ne le font pas, mais juste s'automasser et revenir dans la sensation dans le corps. Voilà, petit pas après petit pas, doucement, en prenant soin, sans vouloir être des super-héros, revenons dans le corps. Ça serait ça mon conseil. Merci. Puis je laisse toujours un petit espace, un mot, une réflexion pour finir. Quel serait-il-tel? Qu'est-ce que tu aurais de partager? Et ben moi j'aimais beaucoup. Il y en a quelques-unes. Hein, il y a quelques citations qui m'accompagnent en ce moment. Mais il y en a une qui me plaisait bien et qui était écrite sur un mur avec un joli mandala sur la chambre que j'avais lors du festival au Cœur de l'Homme. C'était une phrase de Gandhi qui dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Voilà, et c'est surtout ça en fait. J'ai à goût d'être et d'incarner l'homme tel que j'ai envie de le voir, et j'ai pas envie de forcer qui que ce soit là-dedans, mais de l'incarner et pourquoi pas d'inspirer peut-être d'autres hommes. Merci pour ces mots, Joris. Ouais, merci beaucoup Loïc. C'était une joie d'échanger avec toi. Merci. Mais écoute, pareillement, merci pour tes lumières, pour ton parcours. Voilà, t'organises une retraite bientôt, c'est ça? Oui, j'ai une retraite début juillet, 4 ou 7 juillet entre hommes, et puis 18-21 juillet mixte aussi, parce que pour moi c'est important de travailler aussi de façon mixte. J'aime beaucoup aussi accompagner les femmes et les hommes. Donc ouais, en Ardèche, 3 jours pour s'incarner. Et l'idée c'est revenir dans le corps, se connecter à la nature. J'ai oublié de dire ça, la nature c'est un excellent moyen aussi pour réguler, de régulation, de revenir dans le corps, voilà, avec plein d'exercices, méditation, yoga, pranayama, du haka, du play fight, des sessions de shaking, TRE, breathwork, des chants, des cercles de partage. C'est en même temps prendre un temps pour soi, se reconnecter à soi et à son corps, pour vraiment toucher ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui compte vraiment. Et en même temps, le vivre dans un cercle et en relation avec l'autre. Et ouais, j'aime bien cette notion de tribu. Avant, les guérisseurs, c'était les chamans. Et les chamans, ils guérissaient dans la tribu et tout le monde était bienveillant avec les uns les autres. Et sans cette bienveillance, le chaman ne pouvait pas guérir en fait. Et cette notion de guérir dans un groupe, dans une tribu, et ben ça rend les choses encore plus puissantes, je trouve. Ça me parle légèrement. Eh ben écoute Joris, merci beaucoup merci pour Loïc. ton témoignage. Je mettrai toutes les infos en description du podcast, lien vers ton site si les gens sont intéressés par tes retraites et tes accompagnements aussi. Et puis moi je te dis bon en fait on va pas le cacher, on se voit très bientôt, c'est-à-dire ce soir pour le débrief du festival. Mais bon. Oui. À très vite. Ouais. En tout cas, merci à toi et à très vite. Et ben merci à toi Loïc de prendre soin de ces espaces et de prendre soin de tous ces hommes et de mettre ça en lumière. C'est un beau travail aussi et ça compte beaucoup. Grand merci pour ça. Merci pour tes mots. À bientôt Joris. À bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités,
n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, Domahome Podcast, tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.